Jeudi, nous allons aborder le thème des réactions acide-base. Ce thème nécessite de revoir dans un premier temps la notion d'acide et de base et celle de réaction de neutralisation, qui est la réaction entre ces deux espèces et qui consiste en l'échange d'un proton. Nous prendrons également le temps de reclarifier le rôle de l'eau dans ces réactions, l'eau pouvant jouer le rôle d'acide ou le rôle de base. Nous nous attaquerons ensuite à la notion de pH et à son calcul. Nous verrons comment calculer le pH des solutions d'acide faible, d'acide fort, de base faible et de base forte. Ensuite, nous aborderons la notion de mélange tampon et également celle d'hydrogénocèle. Nous terminerons par les titrages. Nous verrons comment établir une courbe de dosage et un diagramme de bilan. Ce thème va à plusieurs reprises faire intervenir la notion de constante d'équilibre. Si la notion d'équilibre chimique n'est pas claire pour vous, n'hésitez pas à regarder l'annexe du document PDF ou à poser des questions sur le forum. Commençons par redéfinir les notions d'acide et de base. Dans les années 1920, Bronsted et Lowry ont proposé une définition pour la substance acide et pour une substance basique, définitions qui sont toujours acceptées actuellement. Un acide est toute substance capable de céder un proton. Nous pouvons prendre comme exemple l'acide acétique, CH3COH, le sulfate d'hydrogène, H2SO4. Une base est toute substance capable de capter un proton. Dans les bases, on retrouve donc tous les composés hydroxydés, tels que l'hydroxyde de calcium, beaucoup d'anions, tels que par exemple le nitrite, mais également l'ammoniac. Certaines espèces sont dites polyfonctionnelles, c'est-à-dire qu'elles sont capables de capter ou de donner plusieurs protons. Un exemple d'acide polyfonctionnel est l'acide sulfurique, H2SO4. Un exemple de base polyfonctionnelle est par exemple le phosphate, PO4-3-. L'acide sulfurique, H2SO4, pourra perdre successivement 2 protons, alors que l'ion phosphate, PO4-3-, pourra en gagner successivement 3. Nous reviendrons à la notion d'espèce polyfonctionnelle plus tard. La réaction entre un acide et une base est appelée réaction de neutralisation. Étant donné qu'un acide est une substance capable de donner un proton et une base une substance capable de capter un proton, la réaction de neutralisation va consister à un échange de protons entre un acide et une base. De manière générale, l'acide, que l'on représente par HA, va donner son proton à la base, que l'on représente par B. Ayant donné son proton, l'acide HA devient A-, qui est alors une base, vu que A- est capable de capter un proton, et la base B, ayant capté le proton, devient Hb+. Hb+ est un acide, il est maintenant capable de donner un proton. Prenons pour exemple la réaction entre l'ammoniac et l'acide cyanhydrique. NH3 et HCl vont réagir ensemble pour donner NH4+, et Cn-. HCN, qui est l'acide de nos réactifs, va perdre un proton, un H+, et va dès lors devenir Cn-. NH3, qui est la base, va quant à elle gagner un proton, le proton de l'HCN, et va devenir NH4+. Une réaction acide-base fait toujours intervenir deux couples acide/base conjugués. Dans le cas de notre exemple, les couples sont HCN, Cn- et NH4+, NH3. Écrivons ensemble les produits des trois réactions de neutralisation mentionnées ici. L'ion acétate, CH3COO-, est une base. Elle va donc capter un proton et devenir CH3COOH. HNO2, quant à lui, est un acide. Il va donc perdre son proton au profit de la base et va devenir NO2-. H3PO4 est un acide polyfonctionnel, capable de perdre successivement 3 protons. NaOH, quant à elle, est une base monofonctionnelle. Pour neutraliser l'ensemble du phosphate d'hydrogène, il faut donc 3 fois plus de NaOH. Dans ce cas-ci, le H3PO4 va perdre ses 3 protons et va donc devenir PO4-3-. Les 3 protons d'H3PO4 vont aller réagir avec les 3 moles de OH- pour former 3 moles d'eau. On voit qu'il nous reste 3 ions Na+,
qui vont se combiner avec le PO4 3- pour donner du Na3PO4. On peut également écrire comme produit de la réaction 3Na+, plus PO4 3- plus 3H2O. Pour terminer, nous avons la réaction entre un acide monofonctionnel, NH4+, et une base polyfonctionnelle, CO3-. Les coefficients stoichiométriques sont ici tous de 1. NH4+ va perdre son proton pour devenir NH3. Ce proton va aller s'associer à la base CO3- pour donner HCO3-. Et il restera 2Na+. Les produits de la réaction vont donc être NH3 plus NaHCO3 plus Na+. Vous pouvez également écrire comme produit de la réaction NH3 plus HCO3- plus 2Na+. Nous pouvons distinguer les espèces fortes des espèces faibles. Les acides et les bases fortes réagissent complètement avec l'eau. La réaction est donc complète. Par exemple, si je prends de l'HCl et que je l'introduis dans l'eau, l'entièreté de l'HCl va réagir avec l'eau et il ne restera dans la solution que du Cl- et de l'H3O+, plus le solvant évidemment. De la même façon, les bases hydroxylées sont des bases fortes. Si je prends du NaOH et que je l'introduis dans l'eau, l'entièreté du NaOH va former du Na+, et de l'OH-. Les acides et les bases faibles, quant à eux, réagissent partiellement avec de l'eau. Leur réaction va donc être équilibrée. Une fois l'équilibre chimique atteint, il me restera du réactif et des produits. L'acide acétique, par exemple, est un acide faible. Si je l'introduis dans l'eau, je vais former des ions acétates, CH3COO-, l'ion H3O+, mais il me restera également de l'acide acétique, CH3COOH. Étant donné que ma réaction est équilibrée, je peux donc écrire une constante d'équilibre qu'on va noter K petit indice A. Au plus la valeur de K est grande, au plus j'ai de produits par rapport au réactif introduit. Et donc, au plus l'acide est fort, au plus il a tendance à céder son proton. Étant donné que la valeur de K va être avec des exposants négatifs, on va avoir des valeurs très petites. On va plutôt s'intéresser au pKa qui est égal à moins le logarithme de Ka. Dans ce cas-là, au plus la valeur de Ka est grande, au plus la valeur de pKa va être petite. Un acide faible est donc d'autant plus fort que sa valeur de Ka est grande ou que sa valeur de pKa est petite. Le raisonnement est tout à fait similaire pour les bases. Si on prend l'ammoniac, qui est une base faible, et qu'on la met en solution dans l'eau, une partie des molécules d'ammoniac vont accepter des protons et former NH4+, et donc générer de l'OH-, mais il va également me rester de l'ammoniac NH3 en solution. La réaction étant équilibrée, je peux écrire une constante d'équilibre qui sera ici notée Kb. Au plus la valeur de Kb est grande, au plus la base faible que j'ai introduite est forte. De la même façon, on peut calculer le pKb qui est égal à moins le logarithme de Kb. Au plus la base faible est forte, au plus la valeur de pKb sera petite. Pour un couple acide-base conjugué donné, par exemple HCN-CN-, on peut démontrer que la valeur de Ka de l'acide fois la valeur de Kb de la base vaut toujours 10 exposant moins 14. De la même façon, quand on applique l'opérateur logarithmique, le pKa de l'acide plus le pKb de la base vaudra toujours 14. Ces deux relations sont importantes car cela implique que dès que l'on connaît la constante d'acidité Ka d'un acide, on peut déduire la valeur de la constante de basicité Kb de sa base conjuguée. La force des acides et des bases est importante pour déterminer l'état d'avancement d'une réaction acido-basique. En effet, la réaction va être complète si au moins l'un des deux réactifs est fort. Donc dans mes réactifs, si j'ai une base forte et ou un acide fort, ma réaction va être complète. La réaction va être équilibrée si les deux réactifs sont faibles
mais que mes réactifs sont plus forts que mes produits. Donc à savoir que l'acide des réactifs, qui est un acide faible, est plus fort que l'acide que je veux produire, ou que la base de mes réactifs est plus forte que la base que je veux produire. Pour savoir cela, donc la force relative des acides, des réactifs et des produits, il faut utiliser le tableau des valeurs des constantes d'acidité. Ma réaction acide-base sera impossible dans le cas où les deux réactifs sont faibles et que les produits que je désire obtenir sont plus forts que les réactifs que j'utilise. Le pH permet de déterminer l'acidité d'une solution. Sa valeur va varier de 0 à 14 dans le cas des solutions diluées. Pour le calculer, on fait moins le logarithme de la concentration en ion H3O+, une fois l'équilibre chimique atteint. Étant donné que dans l'eau pure, la concentration en H3O+, vaut 10, exposant moins 7 moles par litre, le pH de solution neutre sera donc de 7. Dans les solutions acides, la concentration en H3O+, devient supérieure à celle en OH- et devient donc supérieure à 10-7. 10-5 moles par litre, par exemple. Le pH sera alors de 5, et donc de manière générale, les solutions acides auront un pH inférieur à 7. Au plus le pH se rapproche de 0, au plus la solution est acide. De façon analogue, les solutions basiques sont des solutions où la concentration en H3O+, devient inférieure à 10-7 moles par litre, 10-10 par exemple. Dans ce cas-là, le pH vaudra 10, et donc de manière générale, les solutions basiques ont un pH supérieur à 7. La solution est d'autant plus basique que le pH se rapproche de 14. On peut également, si on le désire, calculer le pOH d'une solution, qui sera égal à moins le logarithme de OH-. Pour une solution donnée, le pH plus le pOH vaut toujours 14, ce qui est tout à fait logique, étant donné que la concentration en H3O+, fois celle de OH- vaut toujours 10 exposant moins 14. Nous allons maintenant voir comment on peut calculer le pH des solutions aqueuses. Alors, on va distinguer le cas des solutions d'acide fort, d'acide faible, de base forte, de base faible, et puis nous verrons comment calculer le pH d'un mélange tampon et d'un hydrogénocèle. Commençons par calculer le pH d'une solution d'acide fort. Prenons pour exemple une solution de chlorure d'hydrogène 0,1 mol par litre. Étant donné que l'acide est fort, l'entièreté de l'acide va réagir avec de l'eau. À la fin de la réaction, il ne restera donc plus d'HCl, mais nous aurons formé 0,1 mol d'ion chlorure et 0,1 mol d'ion H3O+. Nous savons que le pH est égal à moins le log d'H3O+. Dans ce cas-ci, c'est donc moins le log de 0,1. De manière générale, pour un acide fort, l'entièreté de l'acide introduit va se retrouver sous forme d'ion hydronium. Et donc, la formule générale est que le pH d'un acide fort est égal à moins le logarithme de la concentration de l'acide. Passons maintenant au pH d'une solution de base forte. Prenons pour exemple une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium 0,1 mol par litre. Comme dans le cas de l'acide fort, l'entièreté de la base va se dissoudre dans l'eau. Une fois la réaction terminée, nous aurons donc 0,1 mol de Na+, 0,1 mol de OH- et plus aucune mol de NaOH. Nous pouvons calculer le pOH, qui est égal à moins le log de OH-, c'est-à-dire moins le log de 0,1, autrement dit, moins le log de la concentration en base. Étant donné que le pH est égal à 14 moins le pOH, nous pouvons dire que le pH d'une base forte va être égal à 14 plus le log de la concentration en base. Attention cependant aux bases polyfonctionnelles. Il est possible de générer 2 OH- à partir d'une mole de base, donc 2 moles de OH- à partir d'une mole de base. C'est le cas par exemple si nous prenons une base bifonctionnelle. Dans ce cas-là, il faudra multiplier la concentration en base par 2 avant de calculer le pH. Passons maintenant aux espèces faibles et commençons par le calcul du pH d'une solution d'acide faible. Prenons pour exemple une solution aqueuse d'acide acétique 0,1 mol par litre. Étant donné que l'acide est faible, la réaction va être équilibrée. À l'équilibre, il me restera de l'acide acétique. La quantité est inconnue, on sait que c'est la quantité de départ moins ce qui a réagi.
et je vais avoir généré de l'ion acétate et des ions H3O+, en quantité X. On peut donc établir le bilan. Étant donné que le pH est égal à moins le logarithme de la concentration en ion H3O+, on voit qu'ici le pH va être égal à moins le log de X. Nous devons donc trouver la valeur de X. Pour cela, nous faisons comme on le fait pour toute réaction équilibrée, on écrit la valeur de la constante d'équilibre, qui ici correspond à la constante d'acidité de l'acide acétique. Cette constante est égale à la concentration à l'équilibre d'ion acétate, c'est-à-dire X, fois la concentration à l'équilibre d'ion H3O+, c'est-à-dire X, divisé par la concentration à l'équilibre d'acide acétique restant, c'est-à-dire 0,1 - X. Nous devons donc résoudre une équation du second degré afin de trouver la valeur de X. Si l'acide est un acide très faible et que son taux de dissociation est inférieur ou égal à 5%, autrement dit, si le rapport Ka sur Ca est inférieur à 2,610-3, alors on peut considérer que 0,1 - X est égal à 0,1, la valeur de X étant nettement inférieure à 0,1. Dans ce cas-là, le pH d'un acide faible peut se calculer à l'aide de la formule 1,5 pKa moins 1,5 log de Ca. Veillez à bien vérifier que la valeur de Ka sur Ca est bien inférieure à 2,610-3 avant d'utiliser cette formule. Si ce n'est pas le cas, il faut résoudre l'équation du second degré. Pour terminer, intéressons-nous au calcul du pH d'une solution de base faible. Prenons pour exemple une solution aqueuse de CH3NH2, 0,1 mol par litre. La démarche va être tout à fait similaire à celle pour les acides faibles. À nouveau, étant donné que l'espèce est faible, la réaction va être équilibrée. Nous pouvons donc établir le bilan en posant l'inconnu X. Comme pour les acides faibles, nous allons écrire la constante de basicité, qui est égale à la concentration à l'équilibre des produits, que l'on multiplie entre elles, divisé par la concentration à l'équilibre des réactifs. Dans ce cas-ci, nous voyons que X est égal à OH-, et nous allons devoir résoudre une équation du second degré pour trouver cette valeur de X. Une fois que nous avons la valeur de X, nous pouvons calculer le pOH et puis le pH. À nouveau, dans le cas de base dont le taux de dissociation est inférieur à 5%, nous pouvons considérer que 0,1 - X est égal à 0,1, X étant négligeable par rapport à la concentration initiale en base. Dans ce cas-là, et dans ce cas-là uniquement, on peut éviter de résoudre l'équation du second degré en utilisant la formule suivante: le pH d'une base faible est égal à 14 moins 1,5 pKb plus 1,5 log de Cb. Un mélange tampon est une solution qui contient à la fois un acide faible et sa base conjuguée, ou encore une base faible et son acide conjugué. Les mélanges tampons ont la propriété de stabiliser le pH d'une solution, c'est-à-dire que si on introduit dans le mélange tampon un acide fort ou une base forte, la variation de pH sera nettement moindre que si on introduit un acide fort dans de l'eau. Il faut que la proportion d'acide et de base conjuguée soit comprise entre 0,1 et 10 afin que le mélange tampon puisse exercer ses propriétés. La formule pour calculer le pH d'un mélange tampon est la suivante. C'est le pKa de l'acide qui compose le mélange tampon, plus le logarithme du rapport du nombre de moles de base du mélange tampon sur le nombre de moles d'acide du mélange tampon. Cette formule peut bien évidemment être démontrée. Afin de réaliser un mélange tampon, on peut utiliser deux techniques. La première est de mélanger directement les deux composantes du mélange tampon. Par exemple, je prends une solution d'acide acétique dans laquelle j'introduis, en quantité correcte, de l'acétate de sodium. J'ai donc directement un mélange acide acétique acétate de sodium. L'autre technique, qui est plus couramment utilisée, est de réaliser la neutralisation partielle de l'acide faible ou de la base faible. Par exemple, j'introduis dans une solution d'acide acétique une certaine quantité de base forte, par exemple du NaOH, afin qu'une partie de l'acide acétique réagisse avec la base forte pour générer de l'acétate de sodium. À la fin de la réaction, il me restera de l'acide acétique
J'aurai produit de l'acétate de sodium, j'aurai donc généré un mélange tampon. Comme je l'ai déjà mentionné, les acides polyprotiques ont la capacité de perdre successivement 2 ou 3 protons. Ils ont la propriété de former des hydrogénocèles. Un hydrogénocèle est un ion hydrogéné qui va être capable à nouveau de céder un proton à une base relativement forte. Par exemple, H2CO3 est un acide polyprotique. En cédant un proton, il forme HCO3-, qui est un hydrogénocèle. En effet, c'est un ion hydrogéné, il possède de l'hydrogène, et en présence d'une base assez forte, telle que NaOH, il va céder son deuxième proton et former l'ion CO3-. Les hydrogénocèles, tels que HCO3-, sont des ampholites, c'est-à-dire qu'ils ont la capacité de réagir à la fois comme des acides et comme des bases, en fonction de l'espèce avec laquelle ils sont mis en présence. Prenons le cas de l'ion dihydrogénophosphate, H2PO4-. Si on le met en présence d'un acide, tel que l'acide acétique, il va jouer le rôle de base, il va donc accepter un proton et former le H3PO4. Par contre, si on le met en présence d'une base, telle que CH3NH2, il va jouer le rôle d'acide, va donc donner un proton et va former HPO4-. Le pH d'un hydrogénocèle se calcule à l'aide de la formule pKa1 plus pKa2 sur 2. Concrètement, si nous voulons calculer le pH d'une solution de H2PO4-, nous allons prendre la valeur du pKa de H3PO4 plus la valeur du pKa de H2PO4-, et nous allons les diviser par 2. Il est important de constater que le pH d'un hydrogénocèle ne dépend donc pas de la concentration de la solution, de l'espèce mise en solution. Abordons maintenant le dernier point, la notion de titrage. Titrer une solution consiste à faire une manipulation en vue de déterminer la concentration de la solution titrée. Le titrage est très fréquemment utilisé en chimie et vous aurez probablement l'occasion d'en réaliser lors de vos séances de laboratoire. Afin de titrer une solution, et donc d'en déterminer la concentration, on prend un volume bien précis de la solution dont on veut déterminer la concentration. Cette solution s'appelle solution titrée et ce volume précis est introduit dans un Erlenmeyer. Ensuite, nous prenons une burette graduée, qui est un long tube en verre avec un robinet à son extrémité, dans lequel on met la solution titrante, qui est une solution antagoniste à la solution titrée. Par exemple, si je désire titrer un acide, ma solution titrante sera une base. La solution titrante utilisée a une concentration connue. En ouvrant le robinet de la burette, nous allons pouvoir introduire petit à petit la solution titrante dans la solution titrée. Dès lors, la réaction acide-base se réalise. Après un certain volume de solution titrante ajouté, nous avons fait réagir l'ensemble des moles présentes dans la solution attitrée. Nous avons atteint l'équivalence. Celle-ci est en général détectée à l'aide d'un indicateur. Au moment de l'équivalence, nous pouvons établir un rapport entre le nombre de moles de solution titrante ajoutée et le nombre de moles de solution attitrée. En général, ces nombres de moles sont équivalents, sauf dans le cas où on titre des espèces polyfonctionnelles. À ce moment-là, on connaît le volume de solution titrante qu'on a dû ajouter, on connaissait sa concentration, on connaît le volume de la solution titrée, on peut donc, par calcul, trouver la concentration de la solution attitrée. Au cours d'un titrage, ou après celui-ci, on peut établir un diagramme de bilan. Le diagramme de bilan va décrire l'évolution du nombre de moles des différentes espèces qui sont présentes en solution en fonction du nombre de moles ou du volume de l'agent titrant ajouté. Prenons pour exemple le titrage de 25 ml d'une solution d'acide chlorhydrique 0,1 mol par litre par une solution d'hydroxyde de sodium 0,1 mol par litre. Nous sommes dans le cas du titrage d'un acide fort par une base forte. L'équivalence sera atteinte lorsque le nombre de moles d'hydroxyde de sodium introduit sera égal au nombre de moles d'acide chlorhydrique qui était présent dans l'Erlen.
Étant donné que la solution titrante et la solution titrée sont toutes les deux de 0,1 mol par litre et que ce sont deux espèces fortes, l'équivalent sera atteint lorsque nous aurons ajouté 25 ml d'hydroxyde de sodium ou lorsque nous aurons ajouté 2,5 mmol d'hydroxyde de sodium. À ce moment-là, au cours de l'équivalence, il n'y aura plus d'ion hydronium H3O+, plus d'ion OH-. Avant l'équivalence, la quantité d'ion hydronium va diminuer au cours du temps. C'est logique, à chaque fois que j'ajoute de l'hydroxyde de sodium ajouté réagit avec l'HCl. La quantité d'ion sodium, elle, va augmenter de façon linéaire depuis le début du titrage. Une fois l'équivalence dépassée, l'ajout d'hydroxyde de sodium va entraîner une augmentation progressive de la concentration et donc du nombre de moles d'ion OH-. Lors d'un titrage, nous pouvons également dessiner la courbe de dosage ou courbe de titrage qui représente l'évolution du pH en fonction du volume d'agent titrant ajouté. Prenons à nouveau l'exemple du titrage de 25 ml d'une solution d'acide chlorhydrique 0,1 mol par litre par une solution d'hydroxyde de sodium 0,1 mol par litre. Au départ, le pH va être égal à 1. C'est normal, nous commençons avec une solution d'acide fort de concentration 0,1 mol par litre. Le pH est égal à moins log de la concentration de l'acide, il vaut donc 1. L'équivalence va être atteinte après 25 ml de solution d'hydroxyde de sodium ajouté. Étant donné qu'à l'équivalence, nous avons uniquement du NaCl en solution, le pH à l'équivalence vaudra 7. Après l'équivalence, nous nous retrouvons avec une solution de base forte. Le pH va donc être aux alentours de 13. Bien évidemment, la courbe de titrage va avoir une allure tout à fait différente suivant que l'on titre un acide, une base, que celle-ci est forte ou faible, ou encore qu'on titre une espèce polyfonctionnelle. Nous avons fait le tour des principaux points théoriques concernant les acides et les bases, ainsi que la réactivité de ces deux espèces. Je vous conseille maintenant de vous lancer dans la résolution des tests en ligne. Je vous propose également quelques exercices ci-dessous. La résolution de ces exercices se trouve dans le PowerPoint commenté intitulé « Exercice résolu ». Bon travail et n'hésitez pas à poser des questions sur le forum.